Partie 1. Le rythme paisible des saisons dans une vallée tranquille de la campagne française, là où les collines ondulent doucement comme des vagues vertes figées dans le temps, se trouvait un vieux moulin à eau. Ce moulin avait tourné sans interruption depuis 300 ans, ses grandes roues de bois capturant l'eau fraîche du ruisseau qui coulait sans cesse, jour après jour. Saison après saison. Le ruisseau lui-même était une merveille de constance. Il descendait des collines boisées au nord, serpentant à travers les prés où paissaient les vaches, murmurant doucement contre les pierres lisses de son lit, racontant des histoires que seuls les saules pleureurs semblaient comprendre. L'eau était claire comme du cristal au printemps, quand la neige fondait dans les montagnes lointaines. Elle était fraîche et vive en été, offrant son rafraîchissement aux oiseaux qui venaient s'y baigner. En automne, elle reflétait les couleurs dorées et rousses des arbres qui se penchaient pour admirer leur propre beauté. Et en hiver, même quand la glace bordait ses rives, le cœur du ruisseau continuait de couler, alimentant la grande roue du moulin. Pierre Beaumont était le meunier de ce moulin depuis 50 ans. 50 longues années de travail paisible, de grains transformés en farine, de sacs portés et déposés, de conversations amicales avec les villageois qui venaient faire moudre leur blé, leur seigle. Point leur orge. Pierre avait commencé ce travail jeune homme, les cheveux noirs comme lait ébène, les épaules larges et fortes. Son père lui avait enseigné le métier, comme son grand-père l'avait enseigné à son père, comme son arrière-grand-père l'avait enseigné à son grand-père. Maintenant les cheveux de Pierre étaient blancs, comme la farine qu'il produisait chaque jour. Blancs, comme la neige qui tombait doucement sur le toit du moulin en hiver. Blancs comme les nuages qui flottaient paresseusement dans le ciel bleu de été. Mais ses yeux restaient vifs, d'un bleu clair qui rappelait l'eau du ruisseau au printemps. Et ses mains, bien que ridées et marquées par le travail, connaissaient chaque pierre du moulin, chaque planche du plancher, chaque poutre du plafond. Le moulin lui-même était une structure magnifique, bâtie avec soin par les ancêtres de Pierre. Les murs étaient en pierre grise, extraite des carrières locales il y a 3 siècles. Chaque pierre avait été choisie avec attention, taillée avec précision, posée avec amour. Les fenêtres étaient petites mais nombreuses, laissant entrer la lumière du jour pour danser sur les sacs de grains et les meules antiques. Le toit était couvert de tuiles rouges, patinées par le temps, moussu au nord, où le soleil ne brillait jamais directement. À l'intérieur, le moulin était un monde de bois et de pierre, de poulies et d'engrenages, de courroies et de roues. Les grandes meules de pierre, taillées dans le granit le plus dur, tournaient lentement, inexorablement, écrasant le grain entre leurs surfaces rugueuses. Le grain entrait doré et entier, et sortait transformé en farine fine, douce au toucher, prête à devenir pain, pâtisserie, nourriture pour les familles du village. Mais était la grande roue à eau qui était le cœur véritable du moulin. Elle mesurait 5 mètres de diamètre, construite en chêne massif, avec des augets qui capturaient l'eau du ruisseau. L'eau tombait dans ces augets, et son poids faisait tourner la roue. La roue tournait l'arbre principal. L'arbre principal tournait les engrenages. Les engrenages tournaient les meules. Et ainsi, l'eau du ruisseau devenait farine, comme par magie, bien que ce ne fût pas de la magie du tout, mais simplement la sagesse des ancêtres, qui avaient compris comment travailler avec la nature. Point pas contre elle. Chaque jour, Pierre suivait la même routine paisible. Il se levait avec le soleil, quand les premiers rayons dorés touchaient le toit du moulin. Il descendait l'escalier de bois, dont les marches grinçaient familièrement sous ses pas. Il ouvrait la lourde porte du moulin, respirant profondément l'air frais du matin. L'odeur du ruisseau montait jusqu'à l'hymen, à lui, une odeur d'eau fraîche et de terre humide, de saules et de menthe sauvage, qui poussait le long des berges. Il inspectait d'abord la roue à eau, vérifiant que rien ne cesse, était coincé pendant la nuit. Parfois, une branche descendait le ruisseau et se logeait entre les augets. Parfois, des feuilles mortes s'accumulaient et devaient être enlevées. Mais la plupart du temps, la roue tournait parfaitement, comme elle l'avait fait depuis 300 ans. Son mouvement régulier, créant un son rythmique, qui était devenu la musique de fond de la vie de Pierre. Splash, 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 faisait l'eau, en tombant dans les augets. Cric, 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 faisait le bois ancien en tournant sur son axe. Whoosh, 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 faisait la roue, en brassant l'air. Était une symphonie simple mais parfaite, un concert donné chaque jour depuis des générations. Ensuite, Pierre vérifiait les meules à l'intérieur. Il passait sa main sur leur surface, sentant les rainures qui avaient été taillées avec tant de soin. Ces rainures étaient essentielles. Elles permettaient au grain d'être broyé uniformément, transformé en farine de qualité constante. Une fois par an, Pierre devait retailler ces rainures, un travail délicat qui demandait patience et précision.
Il utilisait des outils qui avaient appartenu à son père et à son grand-père avant lui. Des outils usés par l'usage mais toujours efficaces, comme de vieux amis fidèles. Les villageois commençaient à arriver vers le milieu de la matinée. Le fermier du bois venait avec son chariot, chargé de sacs de blé. Le blé brillait doré dans la lumière du soleil, chaque grain parfait, rond, plein de promesses. « Bonjour Pierre », disait toujours Monsieur Dubois. « Belle journée, n'est-ce pas ?» Et Pierre répondait toujours la même chose. « Toute journée au moulin est une belle journée, mon ami. » Il parlait de la météo, bien sûr. Les fermiers et les meuniers parlent toujours de la météo. Trop de pluie et le grain ne sèche pas correctement. Pas assez de pluie et il ne pousse pas. Mais cette année, comme la plupart des années dans cette vallée bénie, la météo avait été clémente. Le printemps avait apporté des pluies douces. Été avait donné du soleil généreux. L'automne amenait maintenant des journées fraîches et des nuits claires, parfaites pour la récolte. Madame Rousseau arrivait ensuite, portant un panier de seigle. Elle était veuve depuis 20 ans, mais elle continuait à cultiver son petit champ comme son mari le lui avait appris. « Pour le pain noir », disait-elle toujours en souriant. Le pain noir qui nous rappelle que la vie est simple et bonne. Pierre moulait son seigle avec le même soin qu'il moulait le blé des grands fermiers. Chaque client était important. Chaque grain méritait respect. Était ce que son père lui avait enseigné. Le moulin ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre, avait dit son père. Le moulin traite chaque grain avec la même attention, le même respect. Nous devons faire de même. Les enfants du village aimaient venir au moulin. Ils couraient entre les sacs de grains, fascinés par les grandes meules qui tournaient. Leur rire résonnait contre les murs de pierre, ajoutant de la joie à la musique du moulin. Pierre leur donnait parfois une poignée de grains à tenir, leur montrant comment chaque grain était un petit miracle. « Regarde » disait-il doucement. « Dans ce petit grain se cache tout le pain de demain. Dans ce petit grain dort toute une miche dorée et croustillante. » Les enfants ouvraient grand leurs yeux, essayant d'imaginer le pain caché dans le grain. Certains mettaient le grain à leur oreille, comme si Co était un coquillage, comme s'ils pouvaient entendre le pain murmurer de l'intérieur. Pierre souriait. Il se souvenait d'avoir fait la même chose quand il était enfant, quand son grand-père lui avait montré le même mystère. À midi, Pierre s'arrêtait pour déjeuner. Il s'asseyait sur le banc de bois à l'extérieur du moulin, un banc usé par des générations de meuniers qui étaient assis au même endroit. Il sortait son repas simple de son sac, du pain qu'il avait fait lui-même avec sa propre farine, du fromage du fermier marchand, une pomme du verger de Madame Fontaine. Il mangeait lentement, savourant chaque bouchée, écoutant le ruisseau couler, la roue tourner, les oiseaux chantaient dans les saules. Le ruisseau était particulièrement beau à midi. Le soleil brillait directement sur l'eau, créant des milliers de petits diamants qui scintillaient et dansaient. Les truites nageaient dans les endroits profonds, leurs corps argentés filant comme des ombres rapides. Les libellules planaient au-dessus de l'eau, leurs ailes translucides captant la lumière, créant des arcs-en-ciel miniatures. Après le déjeuner, le travail continuait. L'après-midi passait dans le rythme régulier du moulin. Splash, 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 cric, 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 whoosh, whoosh, whoosh. Le grain entrait, la farine sortait, les sacs se remplissaient, les clients partaient satisfaits. Le soleil traversait le ciel, sa lumière changeant à travers les petites fenêtres, créant des motifs mouvants sur le plancher de bois. Pierre aimait observer ces motifs de lumière. Il les connaissait tous, savait exactement comment ils changeraient, au fil de la journée, au fil des saisons. En hiver, la lumière entrait basse et oblique, créant de longues ombres dramatiques. Au printemps et en automne, elle entrait à un angle moyen, douce et dorée. En été, elle tombait presque verticalement à midi, forte et claire. Mais était le soir que Pierre aimait le plus. Quand le dernier client était parti, quand le dernier sac de farine avait été rangé, quand le moulin devenait silencieux sauf pour le son éternel de la roue qui tournait et du ruisseau qui coulait. Était à ce moment-là que Pierre faisait quelque chose qu'il faisait depuis 50 ans, quelque chose que son père avait fait avant lui, et son grand-père avant son père. Il sortait du moulin et s'asseyait sur le vieux banc de pierre, près de la roue à eau. Ce banc avait été placé là par son arrière-arrière-grand-père, le premier Beaumont, à avoir construit le moulin. Il était fait de granit solide, lisse maintenant après des siècles d'usage, confortable d'une manière qu'aucun coussin ne pourrait jamais égaler. De ce banc,
Pierre regardait le coucher du soleil. Il regardait la lumière changer, passant du doré brillant au orange profond, puis au rose délicat, puis au violet mystérieux. Il regardait les ombres s'allonger à travers la vallée, les collines devenir des silhouettes noires contre le ciel coloré. Il regardait les premières étoiles apparaître, timides d'abord, puis de plus en plus courageuses, à mesure que le ciel s'assombrissait. Et pendant tout ce temps, la roue tournait, 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 tournait. L'eau tombait, 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 tombait. Le ruisseau coulait, 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 coulait. Était une méditation, cette observation. Était une prière silencieuse, un remerciement pour une autre journée de travail accompli, pour une autre journée de vie paisible, dans ce coin béni du monde. Pierre connaissait chaque son du soir. Il connaissait le cri des martinets qui rentraient dans leur nid sous l'avant-toit du moulin. Il connaissait le chant du merle qui disait toujours bonsoir depuis le grand chêne près du ruisseau. Il connaissait le croassement des grenouilles qui commençaient leur concert nocturne dans les roseaux. Il connaissait le bruissement doux des chauves-souris qui sortaient chasser les insectes au-dessus de l'eau. En automne, cette routine du soir devenait encore plus belle. L'air fraîchissait, portant l'odeur des feuilles mortes, des pommes mûres, de la terre qui se préparait pour l'hiver. Le ciel d'automne avait une clarté particulière, comme si l'air lui-même était plus pur, plus transparent. Les étoiles brillaient plus fort en automne, pensait Pierre. Ou peut-être était-ce simplement que l'obscurité venait plus tôt, donnant plus de temps aux étoiles pour montrer leur beauté. 50 automnes, Pierre avait passé au moulin. 50 fois il avait vu les feuilles tourner au doré et au rouge. 50 fois il avait aidé les fermiers à moudre leurs récoltes. 50 fois il avait regardé les oies sauvages voler vers le sud en formation parfaite, leurs cris plaintifs résonnant dans le ciel d'automne. Mais cet automne-là, le 50e de Pierre au moulin, quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Quelque chose de si simple et si beau, que Pierre se demanderait comment il avait pu ne pas le remarquer en 50 ans. Quelque chose qui changerait sa compréhension du moulin, de son héritage, de la sagesse de ses ancêtres. Cela commença un soir d'octobre, quand la lune était presque pleine. Partie 2. La découverte de la lumière était un jeudi soir, Pierre s'en souvenait clairement. Un jeudi calme d'octobre, quand l'air avait cette fraîcheur parfaite qui n'est ni froide ni chaude, mais exactement entre les deux. La journée avait été productive et paisible. Le fermier Martin avait apporté sa récolte d'orge. Magnifique cette année, les grains pleins et dorés. Madame Leclerc était venue avec son blé pour faire la farine de ses pâtisseries célèbres. Les jumeaux renards avaient joué près du ruisseau pendant que leur mère faisait moudre son grain. Construisant de petits barrages avec des pierres et riant aux éclats quand l'eau trouvait toujours un chemin pour passer. Maintenant, alors que le crépuscule tombait doucement sur la vallée, Pierre s'asseyait à sa place habituelle sur le banc de granit. Il avait fermé les portes du moulin pour la nuit, mais laissé la roue à eau tourner, comme toujours. La roue ne s'arrêtait jamais, sauf pour les réparations essentielles. Était une tradition, une promesse faite par le premier. Beaumont, tant que le ruisseau coulait, la roue tournerait. Le soleil venait de disparaître derrière les collines à l'ouest, laissant derrière lui une traînée de couleurs magnifiques. Orange profond, rose délicat, violet mystérieux. Les couleurs se mélangeaient et changeaient, minute par minute, créant un spectacle que Pierre ne se lassait jamais d'observer. Les nuages étaient peints de ces couleurs, comme si un artiste céleste avait pris son pinceau pour décorer le ciel. Pierre respirait profondément, savourant l'air frais du soir. Il pouvait sentir l'odeur du ruisseau, cette odeur fraîche et propre d'eau pure. Il pouvait sentir l'odeur de la terre humide le long des berges. Il pouvait sentir l'odeur douce et légèrement épicée des feuilles mortes, qui s'accumulaient sous les arbres. Et par-dessus tout cela, il y avait l'odeur familière du moulin lui-même, l'odeur du bois ancien, de la pierre, de la farine, toutes mélangées en un parfum qui signifiait maison pour Pierre. Les étoiles commençaient à apparaître. D'abord une, puis deux, puis soudainement des dizaines, des centaines. Pierre les connaissait bien, ces étoiles. Son grand-père les lui avait enseignées quand il était enfant, lui montrant les constellations, lui racontant les histoires anciennes associées à chaque groupe de étoiles. Là était la Grande Ourse, tournant lentement autour de elle, étoile polaire. Là était Cassiopée, formant son W distinctif. Là étaient les Pléiades, ce petit groupe D, étoiles que les anciens appelaient les 7 sœurs. Les étoiles sont nos compagnes constantes, avait dit son grand-père. Elles étaient là avant nous, elles seront là après nous. Elles guidaient nos ancêtres, elles nous guident maintenant, elles guideront nos descendants. Apprends à les connaître, Pierre. Apprends à lire le ciel comme tu apprendras à lire les livres.
Pierre avait pris ses leçons à cœur. Il connaissait les étoiles par saison, savait quelle constellation serait visible à quel moment de l'année. En automne, Orion commençait à se lever à l'est, le grand chasseur revenant pour les mois d'hiver. En été, le triangle des étés dominait le ciel. Au printemps, le lion brillait haut au-dessus. Chaque saison avait son propre ciel, sa propre beauté. Mais ce soir-là, alors que Pierre regardait les étoiles apparaître une par une, quelque chose d'autre attirait son attention. La lune se levait à l'est, presque pleine, énorme et dorée à l'horizon. Elle montait lentement, majestueusement, comme une reine prenant sa place dans le ciel nocturne. À mesure qu'elle montait, sa couleur changeait du doré profond à l'argent brillant. Pierre avait vu la lune se lever des milliers de fois. Des milliers de fois Ilès était assis sur ce même banc, regardant le même spectacle. Mais ce soir, pour une raison qu'il ne comprenait pas encore, il remarqua quelque chose de différent. La lumière de la lune tombait sur la roue à eau à un angle particulier. Les rayons argentés touchaient le bois mouillé de la roue, créant des reflets brillants. Chaque goutte d'eau sur les objets captait la lumière de lune, devenant un petit diamant liquide. La roue tournait, et ces diamants liquides tournaient avec elle, créant un spectacle de lumière et d'eau qui était absolument magnifique. Pierre se pencha en avant, fasciné. Il avait vu la roue au clair de lune auparavant, bien sûr. Mais ce soir, la lune était à exactement le bon angle, et l'eau était exactement au bon niveau, et quelque chose de magique se produisait. Les reflets de la lune sur la roue N n'étaient pas statiques. Ils bougeaient, changeaient, créaient des motifs. Certains reflets étaient brillants et argentés, d'autres étaient plus doux et dorés. Ils dansaient sur le bois mouillé, tournaient avec la roue, se transformaient constamment. Était comme regarder une danse, une chorégraphie d'eau et de lumière. Mais il y avait plus. Pierre se leva de son banc et s'approcha de la porte ouverte du moulin. De là, il pouvait voir à l'intérieur, où les grandes meules de pierre reposaient dans l'obscurité. Et c'est là qu'il vit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Le souffle coupé. La lumière de la lune, reflétée par la roue à eau en mouvement, était projetée à l'intérieur du moulin. Elle touchait les meules de pierre, créant des motifs de lumière qui dansaient sur la surface du granit ancien. Ces motifs N n'étaient pas simples ou aléatoires. Ils étaient complexes, beaux, presque hypnotiques. La lumière se déplaçait lentement à travers les pierres, suivant le mouvement de la roue. Elle créait des lignes de brillance argentée qui s'entrecroisaient, se séparaient, se rejoignaient. Elle créait des zones de lumière et d'ombre qui changeaient constamment, comme si les pierres respiraient, vivaient. Pierre entra dans le moulin, marchant doucement, presque sur la pointe des pieds, comme s'il avait peur de briser le charme. Il s'approcha des meules et s'agenouilla à côté d'elles, regardant les motifs de lumière avec émerveillement. Comment avait-il pu ne jamais remarquer cela auparavant? 50 ans il avait travaillé dans ce moulin. 50 ans il était assis sur le banc du soir. 50 ans la lune était levée, la roue avait tourné, et ces motifs de lumière avaient dû se produire. Mais il ne les avait jamais vus. Pas vraiment vus. Pas comme il les voyait maintenant. Les motifs étaient extraordinairement beaux. Ils rappelaient à Pierre quelque chose, mais il ne pouvait pas tout à fait identifier quoi. Quelque chose de familier, quelque chose qu'il connaissait mais ne reconnaissait pas encore. Il resta agenouillé là, regardant, laissant ses yeux suivre les lignes de lumière, laissant son esprit se calmer et s'ouvrir. La roue continuait de tourner. Tournait. L'eau continuait de tomber. Tombait. Et les motifs de lumière continuaient de danser sur les pierres anciennes, racontant une histoire que Pierre commençait seulement à comprendre qu'il ne comprenait pas. Après un long moment, il ne savait pas combien de temps exactement, car le temps semblait être arrêté dans cette danse de lumière. Pierre se releva lentement. Ses genoux étaient raides de rester agenouillés, mais il ne s'en souciait pas. Il se sentait comme quelqu'un qui venait de découvrir une pièce secrète, dans une maison où il avait vécu toute sa vie. Il sortit du moulin et retourna à son banc. La lune était maintenant plus haute dans le ciel, sa lumière plus blanche, plus froide. Les motifs à l'intérieur du moulin devaient être différents maintenant, pensa-t-il. Ils changeaient avec la position de la lune, avec l'angle de la lumière. Pierre s'assit, pensant, réfléchissant, se demandant. Les étoiles brillaient au-dessus de lui. La roue tournait à côté de lui. Le ruisseau coulait devant lui. Tout était comme toujours. Et pourtant tout était différent. Parce que Pierre avait vu quelque chose de nouveau dans le familier. Demain soir, se dit-il à voix haute, sa voix douce dans la nuit tranquille,
Demain soir, je regarderai encore. Je verrai si les motifs sont les mêmes, ou s'ils changent. » Il resta assis encore un long moment, savourant la paix de la nuit, la beauté de la lune et des étoiles, le son constant et réconfortant de la roue et du ruisseau. Finalement, quand la fraîcheur de la nuit devint plus prononcée, il se leva, rentra dans sa petite maison à côté du moulin, et se coucha. Mais il ne s'endormit pas tout de suite. Il resta allongé dans son lit, les yeux ouverts, regardant les ombres que la lune créait sur le plafond de sa chambre à travers la fenêtre. Il pensait aux motifs qu'il avait vus sur les meules. Il pensait à la beauté de la lumière dansant sur la pierre. Il pensait à toutes les fois où il avait regardé le coucher du soleil et le lever de la lune, sans jamais remarquer ce spectacle qui se déroulait à l'intérieur du moulin. « Qu'est-ce que j'ai manqué d'autre ?» se demanda-t-il. « Quelles autres merveilles existent autour de moi que je n'ai jamais remarquées ?» Était une question qui le remplissait non pas de regrets, mais de joie anticipée. Si après 50 ans il pouvait encore découvrir quelque chose de nouveau et de beau dans son moulin bien-aimé, alors la vie était encore pleine de surprises et de merveilles. Avec cette pensée heureuse, Pierre finit par s'endormir, bercé par le son lointain mais familier de la roue qui tournait et du ruisseau qui coulait, ces sons qui étaient la bande sonore de toute sa vie. Le lendemain matin, Pierre se réveilla avec un sentiment d'anticipation qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Était vendredi, un jour de travail comme tous les autres, mais il savait que le soir viendrait avec la promesse de voir à nouveau les motifs de lumière. La journée passa dans son rythme habituel. Les clients vinrent et partirent. Le grain fut moulu en farine. Les sacs furent remplis et portés. Mais tout au long de la journée, une partie de l'esprit de Pierre était ailleurs, anticipant le moment où le soleil se coucherait et la lune se lèverait. Il travailla avec son soin habituel, bien sûr. Le travail méritait toujours son attention complète. Mais il y avait une légèreté dans ses mouvements, un sourire qui jouait sur ses lèvres plus souvent que d'habitude. Madame Fontaine, qui venait faire moudre son avoine, remarqua son humeur joyeuse. « Vous semblez particulièrement heureux aujourd'hui, Pierre, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « La vie est bonne, Madame Fontaine, » répondit Pierre. « Le soleil brille, le ruisseau coule, le moulin tourne. Que pourrait-on demander de plus ?»« En effet, » acquiesça Madame Fontaine. « En effet. » Mais elle le regarda avec curiosité, sentant qu'il y avait quelque chose de plus derrière sa joie. Quelque chose qu'il ne disait pas. Pierre était un homme privé, qui gardait ses pensées pour lui. Elle respectait cela. Finalement, le soir arriva. Pierre termina sa dernière tâche, balayait la farine qui avait saupoudré le plancher pendant la journée, et rangea son balai. Il ferma les portes du moulin, vérifiant que tout était en ordre pour la nuit. Puis il sortit et prit sa place sur le banc de granit. Le coucher du soleil ce soir-là était différent de celui de la veille. Hier, le ciel avait été peint en oranges et roses. Ce soir, il y avait plus de violet et de rouge, avec des nuages qui créaient des rayons de lumière dramatiques. Chaque coucher de soleil était unique, pensait Pierre. Chaque soir était un nouveau tableau peint par le Créateur. Il attendit patiemment que le jour se transforme en nuit. Il regarda les couleurs s'assombrir progressivement. Il regarda les premières étoiles apparaître. Et puis, avec la même majesté que la nuit précédente, la lune se leva à l'est. Elle était un peu plus pleine ce soir, un jour plus proche de la pleine lune. Sa lumière était peut-être un peu plus brillante, un peu plus argentée. Elle monta dans le ciel, et ses rayons touchèrent la roue à eau, créant à nouveau ses reflets magnifiques sur le bois mouillé et les gouttes d'eau. Pierre se leva et entra dans le moulin. Oui, les motifs étaient là, dansant sur les meules de pierre. Mais ils étaient différents de la nuit précédente. Subtilèmes différents, mais définitivement différents. La lune était à un angle légèrement différent, plus haute dans le ciel, à l'heure où elle projetait sa lumière, à travers l'ouverture du moulin. Les motifs étaient donc décalés, créant des lignes et des formes, qui, bien que similaires, n'étaient pas identiques à celles d'hier. Pierre s'assit sur un sac de grains près des meules et regarda. Il regarda longtemps, laissant ses yeux s'habituer aux motifs changeants, laissant son esprit absorber ce qu'il voyait. Et lentement, très lentement, quelque chose commença à prendre forme dans sa compréhension. Les motifs n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient un schéma qui changeait avec la position de la lune, mais un schéma néanmoins. Les lignes de lumière se croisaient de certaines manières, créaient certains angles, formaient certaines formes. Et ces formes, Pierre se pencha en avant, plissant les yeux dans la lumière tamisée.
Ces formes lui rappelaient quelque chose. Quelque chose qu'il avait vu dans le ciel. Quelque chose que son grand-père lui avait montré il y a longtemps. Les constellations. Le cœur de Pierre battit un peu plus vite. Était-ce possible? Les motifs sur les pierres ressemblaient-ils vraiment aux constellations dans le ciel? Ou était-ce simplement son imagination, voyant des patterns là où il n'y en avait pas, comme les gens voient des formes dans les nuages? Il se leva et sortit du moulin, levant les yeux vers le ciel étoilé. Là, au-dessus de lui, les constellations brillaient clairement dans la nuit d'automne. Il chercha celle qu'il pensait avoir vue reflétée sur les pierres. Cassiopée, peut-être? Ou la Grande Ourse? Il retourna à l'intérieur, regarda à nouveau les pierres. Sortit à nouveau, regarda le ciel. Rentra, ressortit, essayant de comparer, de comprendre. Était difficile à dire avec certitude. Les motifs de lumière étaient mobiles, changeant avec le mouvement de la roue. Les constellations dans le ciel étaient fixes, bien sûr, mais elles bougeaient lentement à travers la nuit, à mesure que la Terre tournait. Et Pierre Dan n'était pas sûr s'il voyait vraiment une correspondance, ou s'il voulait simplement en voir une. Finalement, après un long moment d'observation, Pierre décida qu'il avait besoin d'aide. Il avait besoin de documentation, de preuves. Il avait besoin de comprendre si ce qu'il voyait était réel ou imaginaire. Et soudainement, il se souvint. Les journaux. Les vieux journaux de son arrière-grand-père. Quand Pierre avait pris la responsabilité du moulin il y a 50 ans, son père lui avait donné une boîte de vieux papiers. « Ce sont les journaux de ton arrière-grand-père », avait dit son père. Il tenait des notes sur le moulin, les réparations qu'il faisait, les observations sur le ruisseau, les réflexions sur le travail. Je n'y ai jamais beaucoup prêté attention, pour être honnête. Mais peut-être que tu trouveras quelque chose d'intéressant dedans. Pierre avait rangé la boîte dans le grenier de sa maison. Il l'avait parcourue une ou deux fois au fil des années, lisant quelques entrées ici et là. Les journaux étaient écrits à la main dans une belle écriture à l'ancienne, parfois difficile à déchiffrer. Ils parlaient surtout de choses pratiques. Le niveau du ruisseau à différentes saisons, les réparations nécessaires aux meules, les techniques pour obtenir la meilleure farine. Mais peut-être, pensa Pierre maintenant, peut-être que son arrière-grand-père avait écrit quelque chose sur les motifs de lumière. Peut-être qu'il les avait remarqués aussi. Était tard maintenant, la lune était haute dans le ciel. Pierre décida d'attendre jusqu'au lendemain pour chercher les journaux. Il avait besoin de lumière du jour pour lire cette vieille écriture. Mais avant de rentrer pour la nuit, il retourna une dernière fois dans le moulin. Il se tint près des meules, regardant les motifs de lumière danser sur le granit ancien. La roue tournait, tournait, tournait. L'eau tombait, tombait, tombait. Et la lumière de la lune transformait ces mouvements simples et constants en quelque chose de magique. « Merci » murmura Pierre, sans vraiment savoir à qui ou à quoi il s'adressait. Peut-être au moulin lui-même, peut-être à ses ancêtres qu'il avait construits, peut-être à la lune et au ruisseau, peut-être simplement à la vie pour lui avoir révélé cette beauté après toutes ces années. Il rentra chez lui et se coucha, impatient que le matin arrive. Partie 3. Les journaux de l'arrière-grand-père. Le samedi matin se leva clair et frais. Pierre se réveilla tôt, comme toujours. Mais au lieu de descendre immédiatement au moulin, il monta au grenier de sa petite maison. Le grenier était un espace cosy sous les tuiles du toit, avec une petite fenêtre qui donnait sur la vallée. La lumière du matin entrait obliquement, créant des rectangles dorés sur le plancher de bois. L'air sentait légèrement le bois ancien et le papier, avec une touche de lavande séchée que Pierre gardait dans un sachet pour éloigner les mites. Il y avait beaucoup de choses entreposées dans le grenier, de vieux outils du moulin trop usés pour être utilisés mais trop précieux pour être jetés, des meubles qui avaient appartenu à ses parents et grands-parents, des boîtes de vêtements d'hiver pendant l'aile, été, et de vêtements été pendant l'hiver. Mais Pierre savait exactement où trouver la boîte qu'il cherchait. Elle était dans le coin nord-est, sous la fenêtre, couverte d'un vieux drap pour la protéger de la poussière. Était une grande boîte en bois, solide et bien faite, avec des ferrures en fer légèrement rouillées. Pierre souleva doucement le drap et ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient les journaux de son arrière-grand-père, protégés du temps dans leur refuge de bois. Il y en avait une douzaine, des cahiers reliés en cuir, certains épais, d'autres plus minces. Écriture sur les couvertures était fanée mais encore lisible, des dates,
étalant sur près de 60 ans de vie au moulin. Pierre sortit les journaux délicatement, comme s'ils étaient des trésors fragiles, ce qu'ils étaient, en un sens. C étaient les pensées et les observations de son arrière-grand-père, un homme qu'il n'avait jamais connu, mais dont il portait le nom. Le premier Pierre Beaumont à tenir le moulin, celui qui avait repris l'affaire de son père, et l'avait géré pendant toute sa vie d'adulte. Il transporta les journaux en bas, dans la cuisine où la lumière était meilleure. Il prépara du café, s'assit à sa table de bois, et commença à lire. Les premières entrées étaient de 1842, quand son arrière-grand-père était un jeune homme de 22 ans, nouvellement marié, apprenant le métier de son père. L'écriture était jeune, enthousiaste, pleine d'observations détaillées sur chaque aspect du travail du moulin. « Aujourd'hui, père m'a montré comment retailler les rainures des meules », écrivait le jeune Pierre. « C'est un travail qui demande grande patience et précision. Chaque coup de marteau doit être exactement au bon endroit, avec exactement la bonne force. Trop profond, et le grain sera moulu trop fin. Pas assez profond, et il restera trop gros. » Père dit que cela prend des années pour développer le toucher juste. Pierre le descendant sourit en lisant cela. Il se souvenait de son propre père, lui enseignant la même chose, utilisant presque les mêmes mots. La connaissance passait de génération en génération, les techniques soigneusement préservées, les erreurs du passé transformées en leçons pour l'avenir. Il continua à lire, feuilletant les pages, cherchant quelque chose. Il ne savait pas exactement quoi. Quelque chose sur la lune, sur la lumière, sur des observations inhabituelles. Les années passaient dans les pages. 1843, 1844, 1845. Les entrées parlaient de récoltes bonnes et mauvaises, de crues du ruisseau au printemps, de sécheresse en été. Elles parlaient des clients du moulin, des naissances et des décès dans le village, des changements lents mais constants dans la vie de la campagne. Puis, dans le journal de 1850, Pierre trouva quelque chose qui le fit s'arrêter. L'entrée était datée d'octobre, et l'écriture était différente, plus soignée, plus lente, comme si son arrière-grand-père avait pris son temps pour choisir ses mots. « Ce soir, » lisait Pierre, alors que je m'asseyais sur le vieux banc de pierre que mon grand-père avait placé près de la roue, observant comme toujours le coucher du soleil et l'arrivée de la nuit. J'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. La lune était presque pleine, et sa lumière tombait sur la roue d'une manière particulière. En regardant à l'intérieur du moulin, j'ai vu que cette lumière, reflétée par la roue en mouvement, créait des motifs sur nos vieilles meules de pierre. Le cœur de Pierre battait plus vite. Il continua à lire, ses yeux dévorant les mots. Ces motifs, n'étaient pas simples ou ordinaires. Ils dansaient et changeaient avec le mouvement de la roue, créant des lignes et des formes qui me rappelaient quelque chose de familier. J'ai passé plus d'1 heure à les observer, fasciné par leur beauté. Je me suis demandé comment je n'avais jamais remarqué ce phénomène auparavant, après 8 années au moulin. Pierre sourit. Son arrière-grand-père aussi avait vécu ce moment de découverte, cette révélation d'une beauté cachée dans le familier. 8 ans pour son arrière-grand-père, 50 ans pour lui. Le temps était différent, mais l'expérience était la même. J'ai décidé, continuait l'entrée, d'observer ce phénomène pendant plusieurs nuits, pour voir si les motifs changeaient, et s'ils avaient une signification que je pourrais comprendre. Pierre feuilleta rapidement les pages suivantes. Oui, il y avait plus d'entrées sur le sujet. Son arrière-grand-père avait été aussi intrigué que lui. L'entrée suivante pertinente était quelques jours plus tard. Après 5 nuits d'observation attentive, je commence à voir un pattern dans les motifs de lumière sur les meules. Ils changent avec la position de la lune dans le ciel. Chaque nuit, à mesure que la lune se déplace sur son arc céleste, les motifs se transforment. Ce qui était au centre des pierres une nuit, apparaît sur le bord la nuit suivante. Ce qui était une ligne devient un angle. Ce qui était brillant s'assombrit, et vice-versa. Pierre acquiesça. Oui, séquente était exactement ce qu'il avait observé aussi. Mais il y a plus, continuait son arrière-grand-père. Ces motifs me rappellent les étoiles que mon père m'a enseignées quand j'y étais enfant. Les constellations de notre ciel d'automne. Je vois Cassiopée dans les lignes qui se croisent. Je vois la grande ours dans les angles qui tournent. Est-ce mon imagination? Ou est-ce que mes yeux voient vraiment une correspondance? Pierre ressentit un frisson d'excitation. Donc était pas fou. Son arrière-grand-père avait vu la même chose. Il continua à lire avidement. Les entrées suivantes décrivaient des observations plus détaillées.
Son arrière-grand-père avait apparemment passé des semaines à étudier les motifs, à comparer avec le ciel, à essayer de comprendre. Puis vint une entrée qui fit Pierre s'asseoir droit dans sa chaise. J'ai fait une découverte extraordinaire. En regardant les vieux plans du moulin que mon grand-père avait dessinés lors de sa construction il y a presque 100 ans, j'ai trouvé quelque chose qui me remplit de émerveillement. Les fenêtres du moulin ne sont pas placées au hasard. Leur position, leur taille, leur orientation, tout a été calculé avec précision. La fenêtre qui fait face à l'est, par laquelle entre la lumière de la lune en automne, a été placée exactement à cet endroit pour une raison. Son angle, sa hauteur au-dessus des meules, la distance de la roue à eau, tout a été mesuré. Mon grand-père, et probablement son père avant lui, savait que la lumière de la lune reflétée par la roue créerait ces motifs sur les pierres. Ce n'est pas un accident. C'est un design. C'est intentionnel. Pierre posa le journal sur la table, ses mains tremblantes légèrement. Le moulin N n'était pas seulement un bâtiment fonctionnel. Il était aussi une œuvre d'art, un instrument conçu pour capturer la lumière de la lune et la transformer en beauté. Ses ancêtres avaient construit ce moulin avec un double but. Oui, ils moulaient le grain, ils produisaient la farine, ils servaient les besoins pratiques du village. Mais ils faisaient aussi quelque chose de plus. Ils créaient de la beauté. Ils connectaient la terre et le ciel. Ils transformaient le travail quotidien en méditation. Pierre continua à lire, et ce qu'il apprit dans les pages suivantes le remplit d'une joie profonde et tranquille. Son arrière-grand-père avait découvert que les motifs étaient les plus beaux pendant les nuits d'automne, autour de la pleine lune. Était à ce moment que la lune se levait au bon angle, que l'air était assez clair, que tout s'alignait parfaitement. Les motifs créent une carte du ciel, écrivait son arrière-grand-père. Une carte mobile, vivante, qui change à mesure que la roue tourne. En observant cette carte pendant 1 heure, on peut voir toutes les constellations d'automne passer sur les pierres. C'est comme si le moulin capturait le ciel et le posait sur la terre, rendant les étoiles accessibles, tangibles. Je comprends maintenant pourquoi mon grand-père passait tant de temps assis près des meules le soir. Je pensais qu'il méditait simplement, qu'il se reposait après une journée de travail. Mais il regardait. Il observait. Il voyait cette beauté que je commence seulement maintenant à découvrir. Les entrées continuaient pendant des mois. Son arrière-grand-père avait fait des dessins des motifs, essayant de les capturer sur papier. Pierre trouva ces dessins pliés entre les pages, des croquis à l'encre fanée montrant des lignes et des angles, des notes dans les marges identifiant les constellations qu'il pensait voir. Puis vint une entrée qui toucha particulièrement Pierre. Était du printemps suivant. J'ai partagé ma découverte avec ma femme Marie aujourd'hui. Je craignais qu'elle pense que je devenais fou, passant mes soirées à regarder des ombres sur des pierres. Mais quand je lui ai montré les motifs, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a dit que Sker était la chose la plus belle qu'elle ait jamais vue. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi nos ancêtres avaient passé tant de soin à construire ce moulin exactement comme ils l'avaient fait. Marie dit que nous devrions partager cela avec d'autres, que la beauté n'est pas faite pour être gardée secrète. Je ne suis pas sûr. C'est quelque chose de si spécial, si personnel, mais peut-être a-t-elle raison. Peut-être que cette beauté est un don qui doit être partagé. Pierre tourna les pages, curieux de savoir si son arrière-grand-père avait finalement partagé sa découverte. Les entrées suivantes parlaient d'autre chose, d'une nouvelle poulie installée, d'une crue printanière qui avait nécessité des réparations à la berge du ruisseau, de la naissance d'un fils. Un fils. Le grand-père de Pierre. L'homme qui lui avait enseigné les étoiles quand il était enfant. Et soudainement, Pierre comprit. Son grand-père savait. Son grand-père connaissait le secret du moulin. Était pourquoi il lui avait enseigné les constellations, avec tant de soin, tant d'amour. Était pourquoi il lui avait dit d'apprendre à lire le ciel. Son grand-père avait voulu qu'il découvre le secret par lui-même, au bon moment. Pas trop tôt, quand il aurait été trop jeune pour l'apprécier pleinement. Pas trop tard, quand l'eau et émerveillement auraient pu être perdus. Mais au moment juste, quand son cœur et son esprit seraient prêts à recevoir ce don. 50 ans Pierre avait attendu ce moment, sans savoir qu'il attendait. 50 ans ses yeux avaient vu sans vraiment voir. Et maintenant, au bon moment, la beauté était révélée. Il y avait une dernière entrée pertinente dans les journaux, datée de l'automne 1875, quand son arrière-grand-père était un homme âgé.
Mon fils a découvert les motifs de lune cette semaine. Je l'ai vu entrer dans le moulin un soir, attiré par la lumière qui dansait sur les pierres. Je l'ai vu s'arrêter, émerveillé. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement laissé découvrir, comme je l'avais découvert, comme mon père avant moi l'avait découvert. C'est ainsi que cela doit être, je pense. Chaque génération doit faire sa propre découverte. Les mots ne peuvent pas transmettre cette beauté. Elle doit être vécue, vue, ressentie directement. Tout ce que nous pouvons faire est préparer le terrain, enseigner les étoiles, partager l'amour du moulin, encourager la patience et l'observation. Le reste, le moment de révélation, doit venir naturellement, à son propre temps. C'est le vrai secret du moulin. Pas les motifs eux-mêmes, mais le fait que chaque personne doit les découvrir par elle-même, doit avoir ce moment de voir vraiment pour la première fois ce qui a toujours été là. Pierre ferma doucement le journal. Ses yeux étaient humides. Il comprenait maintenant tant de choses. Les leçons de son grand-père sur les étoiles. La façon dont son père l'avait encouragé à s'asseoir sur le banc du soir et observer. Les journaux qui lui avaient été donnés, mais jamais expliqués. Tout faisait partie d'une tradition soigneusement préservée. Une tradition de découverte, de émerveillement, de connexion entre les générations à travers la beauté partagée. Il était maintenant l'après-midi. Pierre avait passé toute la matinée à lire. Le moulin avait attendu patiemment. Samedi était normalement un jour de travail, mais aujourd'hui, Pierre sentait qu'il avait fait un travail différent, mais tout aussi important. Il avait connecté avec ses ancêtres, avait compris leur sagesse, avait apprécié leurs dons. Ce soir, quand la lune se lèverait à nouveau, il regarderait les motifs avec une compréhension nouvelle. Pas seulement comme de beaux jeux de lumière, mais comme un héritage, un pont entre passé et présent, une méditation construite en pierre et en eau, et en lumière de lune. Et peut-être, pensa-t-il, peut-être qu'il était temps de partager ce don avec d'autres, comme son arrière-grand-père avait finalement choisi de le faire. Partie 4. Le partage de la beauté les jours suivants passèrent dans une sorte de rêve éveillé pour Pierre. Il continuait son travail au moulin pendant la journée, moudre le grain, servir les clients, entretenir les machines. Mais ses pensées revenaient constamment au soir, au moment où la lune se lèverait et transformerait le moulin en un théâtre de lumière. Chaque soir, il s'asseyait sur son banc habituel et attendait. Le coucher du soleil était toujours magnifique, toujours différent. Parfois le ciel était clair, avec des couleurs pures et vives. Parfois il y avait des nuages qui créaient des spectacles dramatiques de rayons de lumière et d'ombre. Pierre appréciait chaque variation, sachant que chaque soir était unique, ne serait jamais exactement reproduit. Puis la lune se levait. Elle était maintenant passée de la pleine lune, diminuant légèrement chaque nuit. Mais elle était encore assez brillante, encore assez haute dans le ciel pour créer les motifs magiques sur les meules. Pierre avait commencé à apporter un petit carnet avec lui le soir. Il n'était pas artiste comme son arrière-grand-père, ne pouvait pas vraiment dessiner les motifs. Mais il écrivait des descriptions, notait ses observations, enregistrait ses pensées et réflexions. « La lune à 45 degrés au-dessus de l'horizon », écrivait-il. Les motifs montrent clairement Cassiopée ce soir. Le W distinctif est visible dans les lignes de lumière qui traversent la pierre supérieure. Durée de visibilité. Environ 30 minutes avant que l'angle ne change trop. La roue tourne exactement 12 fois par minute. À chaque rotation, les motifs se déplacent légèrement, créant un effet de mouvement, comme si les étoiles dansaient. Hypnotique. Paisible. Je pourrais regarder pendant des heures. Il remarquait de nouveaux détails chaque soir. La façon dont l'eau sur la roue captait la lumière différemment, selon qu'elle était calme ou agitée. La façon dont les vieilles marques sur les meules, des décennies d'usure, créaient des variations subtiles dans les reflets. La façon dont même de petits changements dans le niveau du ruisseau affectaient la vitesse de la roue, et donc la vitesse à laquelle les motifs se déplaçaient. Était une étude sans fin, une source inépuisable de beauté et d'observation. Un soir, alors qu'il était assis dans le moulin, regardant les motifs danser sur les pierres, Pierre entendit des voix dehors. Des voix d'enfants. Il se leva et sortit pour voir qui était là. Saisis étaient les jumeaux renards, Sophie et Thomas, 8 ans tous les deux. Ils jouaient près du ruisseau même à cette heure tardive, profitant des dernières journées douces d'automne avant que l'hiver n'arrive. « Bonsoir, monsieur Beaumont » appelèrent-ils quand ils le virent. « Bonsoir, les enfants » répondit Pierre. « Vous êtes dehors bien tard. »« Maman nous laisse jouer encore une demi-heure » expliqua Sophie.
Elle dit que bientôt il fera trop froid pour les jeux du soir. Pierre sourit. Il se souvenait d'avoir été un enfant, profitant de chaque moment de liberté, avant que l'hiver n'impose ses restrictions. « Voulez-vous voir quelque chose de beau ?» demanda-t-il impulsivement. Les enfants échangèrent un regard excité. Monsieur Beaumont n'offrait pas souvent de partager des secrets. « Oui, s'il vous plaît » dirent-ils à l'unisson. Pierre les fit entrer dans le moulin. Il leur montra où se tenir pour avoir la meilleure vue des meules. La lune était parfaitement positionnée ce soir, et les motifs étaient particulièrement clairs et beaux. « Regardez » dit-il doucement, pointant vers les pierres. « Regardez la lumière qui danse sur les vieilles meules. » Les enfants regardèrent, leurs yeux écarquillant d'émerveillement. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, ce qui était inhabituel pour ces deux bavards. « C'est magique !» murmura finalement Thomas. « Est-ce des étoiles ?» demanda Sophie, sa voix pleine d'émerveillement. Pierre sourit. « En un sens, oui. Ce sont les étoiles reflétées, capturées par la lumière de la lune et la roue à eau. Regardez. Voyez-vous comment les lignes forment des formes, comme les constellations dans le ciel ?» Il leur montra Cassiopée, leur traça le W dans l'air au-dessus des motifs de lumière. Puis il les amena dehors, et leur montra la vraie Cassiopée dans le ciel nocturne. « Notre moulin capture le ciel, » expliqua-t-il. Il le pose sur les pierres pour que nous puissions le voir de près, l'étudier, l'apprécier. Les enfants étaient fascinés. Ils posèrent une centaine de questions. Comment fonctionnait-il? Pourquoi cela arrivait-il? Qui l'avait fait? Combien de temps cela durait-il? Pierre répondit patiemment à chaque question, partageant ce qu'il avait appris de ses propres observations et des journaux de son arrière-grand-père. Il leur raconta comment le moulin avait été construit spécifiquement pour créer cette beauté, comment chaque génération de Beaumont avait découvert le secret à son propre temps. « Pouvons-nous revenir demain soir ?» demanda Sophie avec espoir. « Vous pouvez revenir chaque soir que la lune est visible, » dit Pierre. « Cette beauté n'est pas la mienne à garder. Elle appartient à tous ceux qui prennent le temps de la voir. » Les enfants partirent en courant, excités de raconter à leurs parents ce qu'ils avaient vu. Pierre les regarda, sa timesse éloignée, sentant une chaleur dans son cœur. Le partage n'avait pas diminué sa joie dans la découverte. Au contraire, voir l'émerveillement dans les yeux des enfants avait ajouté une nouvelle dimension à son plaisir. Le lendemain soir, les jumeaux revinrent. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils avaient amené leurs parents, Monsieur et Madame Renard. Et Madame Renard avait parlé à Madame Dubois, qui était venue avec son mari et leurs 3 enfants. Et quelqu'un avait mentionné cela à Madame Fontaine, qui était venue avec son frère visiteur de la ville. Pierre se retrouva avec un petit groupe de villageois rassemblés près du moulin, alors que le crépuscule tombait. Il se sentit soudainement nerveux. Il avait vécu si longtemps seul avec cette beauté, ou seulement avec les jumeaux la veille. Maintenant, il y avait une foule. Petite, certes, mais une foule quand même. Que penserait-il? Trouverait-il cela aussi beau que lui? Ou penserait-il que le vieux meunier était devenu fou, voyant des choses extraordinaires dans de simples jeux de lumière? Mais quand la lune se leva et que les motifs commencèrent à apparaître sur les meules, quand il entendit les exclamations douces d'émerveillement, quand il vit les sourires sur les visages des adultes et l'excitation dans les yeux des enfants, ses inquiétudes s'évanouirent. « C'est magnifique, Pierre, » dit Madame Fontaine, sa voix pleine d'émotion. « Comment avez-vous découvert cela ?»« Je ne l'ai pas vraiment découvert, » répondit Pierre honnêtement. « Je l'ai simplement remarqué, après 50 ans de regarder, sans vraiment voir. Et mes ancêtres le connaissaient depuis le début. Ils ont construit le moulin pour capturer cette beauté. » Il leur raconta l'histoire qu'il avait apprise des journaux de son arrière-grand-père. Il leur montra les constellations dans les motifs de lumière, puis les vraies constellations dans le ciel. Il expliqua comment la position de la lune changeait les motifs, comment chaque saison offrait son propre spectacle. Les gens écoutaient, fascinés. Certains posaient des questions. D'autres restaient simplement silencieux, absorbant la beauté. Les enfants étaient particulièrement captivés. Ils s'asseyaient en cercle autour des meules, leurs visages levés, leurs yeux suivant les motifs de lumière qui dansaient et changeaient. « C'est comme un film, » dit l'un des enfants du bois. « C'est mieux qu'un film, » corrigea doucement Pierre. « C'est réel. C'est la vraie lune,
la vraie eau, la vraie pierre. C'est la nature et l'artisanat humain travaillant ensemble pour créer quelque chose de beau. À partir de ce soir-là, cela devint une sorte de tradition. Pas chaque soir, les gens avaient leur propre vie, leur propre routine. Mais plusieurs fois par semaine, surtout les week-ends, des familles venaient au moulin, au crépuscule. Pierre commença à préparer pour ses visites. Il plaçait quelques bancs à l'intérieur du moulin pour que les gens puissent s'asseoir confortablement. Il balayait le plancher plus soigneusement. Il s'assurait que tout était en ordre et accueillant. Mais il ne changeait rien de fondamental. Le moulin restait un moulin de travail. Les sacs de grains étaient toujours empilés dans le coin. Les meules portaient toujours les marques de décennies d'utilisation. L'odeur de farine imprégnait toujours l'air. Pierre voulait que les gens comprennent que cette beauté N n'était pas séparée de la vie quotidienne, mais en faisait partie. Le travail et la beauté ne sont pas opposés, dit-il un soir à un groupe de visiteurs. Nos ancêtres le comprenaient. Ils ne construisaient pas seulement pour la fonction. Ils construisaient aussi pour l'âme, pour l'esprit. Ce moulin nourrit nos corps en transformant le grain en farine. Mais il nourrit aussi quelque chose de plus profond, notre besoin de beauté, d'émerveillement, de connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les gens acquiesçaient, comprenant. Dans le rythme rapide de la vie moderne, même dans ce village paisible de campagne, il était facile d'oublier de ralentir, de remarquer, d'apprécier. Le moulin et ses motifs de lune leur rappelaient de prendre ce temps. Pierre remarqua des changements dans le village. Les gens semblaient plus calmes, plus réfléchis. Ils s'arrêtaient plus souvent pour parler, pour vraiment se connecter, au lieu de simplement échanger des salutations rapides. Les enfants posaient plus de questions sur le ciel, sur la nature, sur comment les choses fonctionnaient. Madame Dubois lui dit un jour : « Mes enfants regardent la lune différemment maintenant. Avant, des clans était juste la lune. Maintenant, ils voient sa beauté. Ils remarquent comment elle change de nuit en nuit. Ils me demandent de les laisser rester dehors, pour la regarder se lever. » Monsieur Marchand, le fromager, partageait une observation similaire. « Je trouve que je ralentis plus dans mon travail. Pas au point de négliger mes responsabilités, mais je prends le temps d'apprécier le processus, pas seulement le résultat. Faire du fromage est devenu plus méditatif, je suppose. » Pierre écoutait ces histoires avec joie. Le don de ses ancêtres se répandait, touchant les vies au-delà du moulin lui-même. Un soir, un homme plus âgé du village, Monsieur Garnier, vint au moulin. Il avait environ le même âge que Pierre et travaillait comme charpentier. Ils étaient connus toute leur vie mais n'avaient jamais été particulièrement proches. Monsieur Garnier s'assit sur le banc à côté de Pierre pendant qu'ils attendaient que la lune se lève. « Je voulais vous parler, Pierre, » dit-il après un moment de silence confortable. « Bien sûr, » répondit Pierre. « De quoi voulez-vous parler ? » « De ceci, » dit Monsieur Garnier, gesticulant vers le moulin et le ruisseau. « De ce que vous avez partagé avec le village. Cela m'a fait réfléchir à mon propre travail, à ma propre vie. » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « J'ai été charpentier pendant 55 ans, » continua-t-il. « J'ai construit des maisons, des granges, des meubles. Je pensais que je connaissais mon métier. Mais en voyant comment vos ancêtres ont construit ce moulin, pas seulement pour la fonction mais aussi pour la beauté, cela m'a ouvert les yeux. »« Comment cela ? » demanda Pierre avec intérêt. « Je réalise que j'ai passé trop de temps à penser seulement à la construction solide, aux joints serrés, à la durabilité. Ce sont des choses importantes, bien sûr, mais j'ai négligé la beauté, l'eau, âme du travail. Je n'ai pas pensé à comment mon travail pourrait toucher non seulement les besoins pratiques, mais aussi l'esprit des gens. » Pierre acquiesça, comprenant. « Il n'est jamais trop tard pour changer, » dit-il doucement. « Pour ajouter cette dimension à votre travail. » « C'est exactement ce que je pense faire, » dit Monsieur Garnier avec un sourire. « J'ai commencé à planifier un nouveau projet, un banc pour la place du village. Pas seulement un banc fonctionnel, mais un banc beau, avec des sculptures, peut-être orienté pour capturer le soleil du matin. Quelque chose qui servira les gens, mais aussi élèvera leur esprit. » Les deux hommes parlèrent longtemps ce soir-là, partageant leurs pensées sur le travail, la beauté, le but. Quand la lune se leva et que les motifs apparurent, ils les regardèrent ensemble dans un silence contemplatif. À mesure que l'automne progressait vers l'hiver, les soirées au moulin continuèrent. Mais Pierre remarqua que la nature des rassemblements changeait légèrement. Au début, les gens venaient principalement pour voir les motifs de lumière, fascinés par le spectacle. Maintenant, ils venaient aussi simplement pour être ensemble, pour partager la paix du moulin, pour se connecter les uns aux autres dans cet espace tranquille.
Des conversations significatives se déroulaient sur les bancs autour des meules. Des enfants partageaient leurs rêves et leurs espoirs. Des adultes parlaient de leurs défis et de leurs joies. Des personnes âgées racontaient des histoires du passé, préservant les souvenirs pour les générations futures. Le moulin était devenu plus qu'un lieu de travail ou un lieu de beauté. Il était devenu un centre communautaire, un espace sacré où les gens pouvaient ralentir, réfléchir, se connecter. Pierre observait tout cela avec une gratitude profonde. Il avait vécu seul avec sa routine pendant tant d'années. Maintenant, dans les dernières années de sa vie, il avait découvert non seulement une beauté cachée, mais aussi une communauté renouvelée. Un soir, alors qu'un groupe particulièrement grand était rassemblé, peut-être 20 personnes, quelqu'un suggéra qu'il chante. Était une vieille tradition de la campagne française, le chant en groupe lors des soirées. Ils commencèrent doucement, presque timidement, avec une vieille chanson que tout le monde connaissait. Puis une autre. Et une autre. Les voix se mélangèrent avec le son de la roue qui tournait, de l'eau qui tombait, créant une harmonie qui était à la fois ancienne et nouvelle. Pierre ferma les yeux, écoutant. Les chants, la roue, le ruisseau, tout formait une symphonie. Et au-dessus de tout cela, la lune brillait silencieusement, sa lumière transformant les meules en une carte mouvante du ciel. Était, pensa Pierre, exactement ce que ses ancêtres avaient voulu. Non pas un monument froid ou un musée, mais un espace vivant où le travail et la beauté, la tradition et la communauté, le passé et le présent se rencontraient et se mêlaient. Le secret du vieux moulin N était pas seulement dans les motifs de lumière. Était dans ce que ces motifs révélaient sur nous-mêmes, notre besoin de beauté, notre capacité d'émerveillement, notre désir de connexion. Et maintenant, ce secret a été partagé, préservé dans les cœurs de tous ceux qui venaient regarder, et émerveillés. Partie 5. Les leçons de la lune novembre arriva avec ses premières gelées et ses matins brumeux. Le ruisseau fumait légèrement dans l'air froid du matin, créant des volutes de vapeur qui, élevaient comme des esprits au-dessus de l'eau. Les arbres avaient perdu presque toutes leurs feuilles maintenant, leurs branches nues se dessinant en silhouettes délicates contre le ciel gris. Mais les soirées au moulin continuaient. Les gens s'habillaient plus chaudement maintenant, apportant des couvertures et des châles. Pierre avait installé un petit poêle à bois dans un coin du moulin, juste assez pour enlever le pire du froid sans remplir l'espace de fumée. La chaleur douce du poêle ajoutait au confort de ces rassemblements nocturnes. Un soir, alors qu'un groupe d'enfants était assis autour des meules, regardant les motifs de lune, une petite fille nommée Claire leva la main comme si elle était à elle. École. Oui, Claire, dit Pierre avec un sourire. Monsieur Beaumont, demanda-t-elle sérieusement, pourquoi la lune change-t-elle de forme? Pourquoi n'est-elle pas toujours ronde? Était une bonne question. Une question que Pierre était posée lui-même quand il était enfant. Son grand-père lui avait expliqué, utilisant une pomme et une lampe pour démontrer. Venez tous dehors un moment, dit Pierre aux enfants. Je vais vous montrer. Ils sortirent du moulin, se tenant sur la berge du ruisseau sous le ciel étoilé. La lune était maintenant un croissant fin, quelques jours avant la nouvelle lune. La lune ne change pas vraiment de forme, expliqua Pierre. Elle est toujours ronde, comme une balle. Mais nous voyons seulement la partie qui est éclairée par le soleil. À mesure que la lune tourne autour de la Terre, nous voyons différentes portions de sa face éclairée. Il utilisa une pierre ronde et la lampe que quelqu'un avait apportée pour démontrer, montrant comment la lune semblait changer de forme selon sa position par rapport à la lumière du soleil. Les enfants acquiescèrent, fascinés. Puis Thomas, l'un des jumeaux, demanda « Mais pourquoi les motifs dans le moulin sont-ils plus beaux quand la lune est pleine ?» Excellente observation, dit Pierre. Quand la lune est pleine, elle est plus brillante. Plus de lumière signifie des motifs plus clairs, plus faciles à voir. Et la pleine lune se lève au coucher du soleil et reste visible toute la nuit, nous donnant plus de temps pour observer. « Quand sera la prochaine pleine lune ?» demanda Sophie. « Dans environ 25 jours, » répondit Pierre. « Juste avant Noël. Ce sera une belle pleine lune d'hiver, brillante dans le ciel froid et clair. » Les enfants commencèrent à compter sur leurs doigts, calculant combien de jours ils devaient attendre. Madame Rousseau, la veuve qui cultivait le seigle, était également présente ce soir-là. Elle s'approcha de Pierre pendant que les enfants exploraient le ruisseau sous la supervision de leurs parents. « Pierre, dit-elle doucement, je voulais vous remercier. »« Me remercier ?» Pierre était surpris. « Pourquoi ?»« Pour avoir partagé ceci avec nous, » dit-elle, gesticulant vers le moulin. « Pour avoir ouvert ce lieu. Cela a fait une telle différence pour moi. » Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Depuis que mon mari est mort, » continua-t-elle, «
J'ai vécu dans une sorte de brouillard. Je faisais mon travail, je vivais ma vie, mes cas étaient comme si je ne faisais que passer à travers les mouvements. Je ne ressentais plus vraiment de joie. Pierre écouta attentivement, touché par sa confidence. Mais venir ici, dit Madame Rousseau, voir cette beauté, être entouré de gens, participer à quelque chose de plus grand que moi-même, cela m'a réveillé. J'ai recommencé à remarquer les choses. Le lever du soleil, le chant des oiseaux, la façon dont la gelée dessine des motifs sur ma fenêtre. Je vis à nouveau, pas seulement existe. Pierre sentit sa gorge se serrer d'émotion. Je suis si heureux d'entendre cela, dit-il sincèrement. Votre mari était un homme bon. Je suis sûr qu'il serait content de savoir que vous trouvez à nouveau de la joie. Madame Rousseau sourit. Des larmes dans les yeux. Je pense qu'il le serait. Et je pense qu'il aurait aimé ses soirées au moulin. Il appréciait toujours les choses simples et belles. Cette conversation resta avec Pierre longtemps après que Madame Rousseau soit partie. Il réalisait que le moulin et ses motifs de lune faisaient plus que simplement montrer de la beauté. Ils aidaient les gens à guérir, à se connecter, à retrouver leur sens du merveilleux dans la vie. Les semaines suivantes, Pierre commença à enseigner plus délibérément aux enfants qui venaient au moulin. Pas des leçons formelles, il n'était pas enseignant, mais des partages de connaissances et de sagesse. Il leur apprit à identifier les constellations. Pas seulement leur nom, mais les histoires derrière elles. Cassiopée, la reine vaniteuse. Orion, le grand chasseur. Les Pléiades, les 7 sœurs qui furent transformées en étoiles pour les protéger. Ces histoires ont été racontées pendant des milliers d'années, disait-il aux enfants. Des gens dans des pays différents, qui parlaient des langues différentes, qui vivaient de manière différente, tous regardaient les mêmes étoiles et racontaient des histoires. Les étoiles nous connectent à travers le temps et l'espace. Il leur apprit aussi sur le fonctionnement du moulin. Comment la roue à eau captait l'aile, énergie du ruisseau. Comment les engrenages multipliaient cette énergie. Comment les meules travaillaient ensemble pour écraser le grain, sans le brûler par friction excessive. Nos ancêtres étaient très intelligents, expliquait-il. Ils n'avaient pas d'ordinateur ou de machine moderne, mais ils comprenaient profondément comment la nature fonctionnait. Ils travaillaient avec l'eau, pas contre elle. Ils utilisaient la gravité, le mouvement, le poids, toutes des forces naturelles, pour accomplir leur travail. Les enfants écoutaient, fascinés. Plusieurs commencèrent à dessiner des schémas du moulin, essayant de comprendre comment toutes les pièces s'assemblaient. Pierre les encourageait, répondait à leurs questions, parfois démontait de petites pièces pour leur montrer comment elles fonctionnaient. Un garçon nommé Jacques, qui avait environ 12 ans et était particulièrement intéressé par la mécanique, passait des heures au moulin. Il posait des questions détaillées, prenait des notes, mesurait des angles et des distances. « Qu'est-ce que vous faites, Jacques » demanda Pierre un jour, curieux. « J'essaye de comprendre exactement comment vos ancêtres ont calculé la position de la fenêtre, » expliqua Jacques. « Je veux savoir comment ils savaient exactement où la placer pour que la lumière de la lune tombe sur les meules de la bonne façon. » Pierre sourit. « C'est une excellente question. Je me la suis posée aussi. J'ai trouvé quelques calculs dans les vieux journaux, mais je ne les comprends pas tous. »« Pouvons-nous les regarder ensemble » demanda Jacques avec enthousiasme. Ils passèrent plusieurs soirées à étudier les vieux plans et calculs. Jacques, qui étudiait les mathématiques à l'école, pouvait déchiffrer certaines des équations. Ensemble, ils commencèrent à comprendre la géométrie complexe que les ancêtres de Pierre avaient utilisée. Ils ont dû observer le mouvement de la Lune pendant des années, dit Jacques avec admiration. Ils ont dû tracer sa trajectoire à travers le ciel à différentes saisons, calculer les angles, ajuster pour la latitude de notre village. C'est incroyablement sophistiqué. Et ils ont fait tout cela sans calculatrice ni ordinateur, ajouta Pierre, juste avec patience, observation et intelligence. Cette collaboration entre le vieux meunier et le jeune garçon devint elle-même une source de joie pour Pierre. Il aimait voir l'esprit de Jacques s'enflammer avec curiosité, voir comment le garçon connectait les connaissances anciennes avec l'apprentissage moderne. « Peut-être que tu deviendras ingénieur un jour, » suggéra Pierre. « Peut-être, » dit Jacques pensivement. « Mais si je le fais, je veux être le genre d'ingénieur qui construit des choses comme ce moulin. Des choses qui sont belles et qui durent, pas juste des choses qui fonctionnent pour quelques années puis sont jetées. » Pierre acquiesça avec approbation. Le monde a besoin de plus de gens qui pensent comme ça. À mesure que décembre approchait, l'anticipation grandissait pour la pleine lune d'hiver.
Ce serait, Pierre l'avait calculé, la pleine lune la plus brillante de l'année. Le ciel d'hiver était plus clair, l'air plus pur. Les motifs seraient spectaculaires. Il décida de faire de cette soirée quelque chose de spécial. Il invita tout le village à venir au moulin, la nuit de la pleine lune. Il demanda aux gens d'apporter des lanternes pour illuminer le chemin vers le moulin, de la nourriture à partager, peut-être des instruments de musique. Nous allons célébrer, dit-il. Célébrer la beauté, célébrer notre communauté, célébrer les dons de nos ancêtres. L'excitation se répandit dans le village. Les gens préparèrent des pâtisseries spéciales. Monsieur Garnier, le charpentier, construisit des bancs supplémentaires. Madame Fontaine organisa un petit chœur pour chanter. Les enfants pratiquèrent des poèmes sur la lune et les étoiles qu'ils voulaient réciter. Même les gens qui, n'étaient pas venus régulièrement au moulin pendant l'automne, étaient intéressés. Était devenu un événement communautaire, quelque chose qui unissait tout le monde. Pierre se sentait parfois un peu dépassé par tout cela. Il était habitué à la solitude, au calme. Maintenant, son moulin bien-aimé était devenu le centre de tant d'activités. Mais quand il voyait la joie sur les visages des gens, quand il entendait les rires des enfants, quand il sentait le sentiment de communauté qui grandissait, il savait que était bien. Le moulin a toujours servi la communauté, se disait-il. Il a juste servi de différentes manières à différentes époques. La nuit de la pleine lune arriva. Était le 20 décembre, quelques jours seulement avant Noël. Le temps était froid mais clair, parfait pour l'observation. Le ciel était d'un noir velouté, rempli d'étoiles qui brillaient comme des diamants. Les gens commencèrent à arriver au crépuscule. Ils venaient en famille, en groupe d'amis, certains seuls mais tous accueillis. Les lanternes qu'ils portaient créaient une procession de lumière le long du chemin vers le moulin, comme des lucioles dans la nuit. Pierre se tenait à l'entrée du moulin, accueillant chacun. Il serrait des mains, embrassait des joues, échangeait des salutations chaleureuses. Son cœur était plein. À l'intérieur du moulin, les bancs étaient disposés en demi-cercle autour des meules. Le petit poêle à bois ronronnait dans le coin, diffusant une chaleur bienvenue. Des tables avaient été installées contre un mur chargées de nourriture que les gens avaient apportée. Pain, fromage, gâteaux, fruits secs, cidre chaud. Dehors, la roue tournait comme elle l'avait fait pendant 300 ans. L'eau tombait. Le ruisseau coulait. Ces sons constants formaient la basse continue de la soirée. Quand presque tout le monde était arrivé, Pierre estima qu'il y avait peut-être 50 personnes, un nombre remarquable pour leur petit village. Il demanda l'attention. « Mes amis, commença-t-il, sa voix un peu tremblante d'émotion, merci d'être venus ce soir. Il y a quelques mois, j'ai découvert quelque chose dans ce moulin que j'avais manqué pendant 50 ans. Une beauté cachée dans le familier. Un secret que mes ancêtres avaient construit dans les pierres mêmes de ce lieu. » Il fit une pause, regardant les visages attentifs autour de lui. « Mais ce que j'ai appris depuis, continua-t-il, est que le vrai secret n'était pas les motifs de lumière eux-mêmes. Le vrai secret était ce que ces motifs pouvaient nous enseigner. Sur la patience, sur l'observation, sur la façon dont la beauté existe tout autour de nous, si nous prenons le temps de regarder vraiment. Sur la façon dont nous sommes tous connectés à nos ancêtres, les uns aux autres, au monde naturel, aux étoiles elles-mêmes. » Des murmures d'accord vinrent de la foule. « Ce soir, dit Pierre, nous allons voir les motifs à leur plus beau. Mais nous allons aussi faire quelque chose de plus. Nous allons célébrer notre communauté. Nous allons honorer ceux qui sont venus avant nous. Et nous allons nous engager à préserver cette tradition, ce sens du merveilleux, pour ceux qui viendront après nous. » Il regarda vers Jacques, le jeune garçon qui avait montré tant d'intérêt pour la mécanique du moulin. « Jacques, dit-il, voudrais-tu venir ici, s'il te plaît ?» Le garçon s'avança, l'air un peu nerveux mais aussi fier. « Jacques a passé de nombreuses heures à étudier ce moulin, » expliqua Pierre. Il a appris comment il fonctionne, comment il a été construit. Il comprend non seulement avec ses yeux mais avec son esprit. C'est le genre de compréhension profonde dont nous avons besoin pour préserver les connaissances de nos ancêtres. Pierre sortit quelque chose de sa poche. Était une clé, vieille et usée, la clé principale du moulin. Cette clé, dit-il, sa voix pleine de sens, a été transmise de meunier à meunier dans ma famille depuis 300 ans. Mon arrière-grand-père l'a donnée à mon grand-père. Mon grand-père l'a donnée à mon père.
Mon père me l'a donné. Et maintenant? Il fit une pause, les larmes aux yeux. Je n'ai pas d'enfant à qui la transmettre, dit-il simplement. Mais j'ai ce village. J'ai tous vous. Et en particulier, j'ai Jacques, qui a montré qu'il comprend non seulement la mécanique du moulin, mais son âme. Il tendit la clé à Jacques, qui la prit avec des mains tremblantes. « Je ne te donne pas cette clé maintenant, » expliqua Pierre. « Le moulin est encore le mien à gérer pendant mes années restantes, mais je te la donne en confiance, pour que tu la gardes. Et quand le moment viendra, quand je ne pourrai plus gérer le moulin, c'est toi qui devras décider de son avenir. Peut-être que tu deviendras le meunier. Peut-être que tu trouveras quelqu'un d'autre qui devrait être. Mais tu seras le gardien de cette tradition. » Il y eut un silence dans le moulin, puis des applaudissements éclatèrent. Les yeux de Jacques étaient brillants de larmes, son visage rayonnant de fierté et de responsabilité. « Je promets, dit Jacques, sa voix forte malgré son jeune âge, je promets de prendre soin de ce lieu, de préserver ce que vous et vos ancêtres avez créé, de partager sa beauté avec d'autres, de ne jamais oublier ce qu'il nous enseigne. » Pierre l'embrassa, puis se tourna vers la foule. « Et maintenant, dit-il avec un sourire, regardons ensemble ce que la lune nous montre ce soir. » Comme si elle avait entendu son signal, la lune choisit ce moment pour apparaître au-dessus des collines à l'est. Elle était énorme, ronde, d'un orange profond à l'horizon. Les gens sortirent du moulin pour la regarder se lever, exclamant son émerveillement à sa beauté. Lentement, majestueusement, la lune monta dans le ciel. À mesure qu'elle montait, sa couleur changeait de l'orange au doré, puis à l'argent brillant. Sa lumière tombait sur la vallée, transformant tout en un paysage de rêves d'argent et de noir. Et quand elle atteignit exactement le bon angle, ses rayons touchèrent la roue à eau. L'eau qui tombait dans les aujets captura la lumière, devenant une cascade de diamants liquides. La roue elle-même brillait, ses vieilles planches de bois transformées en quelque chose de magique. Et à l'intérieur du moulin, les motifs commencèrent à apparaître sur les meules. Les gens rentrèrent silencieusement, prenant leur place sur les bancs. Même les enfants les plus jeunes étaient calmes, sentant la sacralité du moment. Les motifs cette nuit-là étaient extraordinaires. La lune était si brillante, le ciel si clair, que chaque détail était visible avec une clarté parfaite. Les lignes de lumière dansaient sur le granit ancien, se croisant, se séparant, se reformant. Les constellations apparaissaient une par une dans les motifs. Cassiopée avec son W distinctif, la grande ourse tournant autour du pôle, Orion commençant sa montée dans le ciel d'hiver. Pierre guida doucement les gens à travers ce qu'ils voyaient, pointant les constellations dans les motifs, puis montrant comment elles correspondaient aux vraies étoiles dans le ciel. Les enfants et les adultes écoutaient, regardaient, absorbaient. Mais après un moment, Pierre arrêta de parler. Il laissa simplement les gens observer en silence. Parce que certaines choses ne pouvaient pas être expliquées avec des mots. Certaines choses devaient être vécues directement, dans le silence et la contemplation. La roue tournait. L'eau tombait. Les motifs dansaient. Et les gens regardaient, chacun trouvant son propre sens, sa propre connexion avec cette beauté. Certains virent une preuve du génie de l'artisanat humain. D'autres virent une connexion avec leurs ancêtres. D'autres virent simplement de la beauté pure, sans besoin d'explication ou de signification. Et tous, d'une manière ou d'une autre, sentirent qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Quelque chose qui avait existé avant eux et existerait après eux. Quelque chose dit, éternel et de constant, comme les étoiles elles-mêmes. Après un long moment, personne ne savait exactement combien de temps ils avaient regardé. Quelqu'un commença à chanter. C'était une vieille chanson française, simple et belle, sur la lune et les étoiles. D'autres voix se joignirent, jusqu'à ce que le moulin soit rempli de chants. Puis vint la nourriture, le cidre chaud, les conversations joyeuses. Les enfants jouaient entre les bancs. Les adultes partageaient des histoires. Les anciens se rappelaient du passé. Les jeunes parlaient de l'avenir. Et au centre de tout cela, Pierre s'asseyait sur son banc habituel, regardant sa communauté avec un cœur plein de gratitude. Il avait vécu une vie simple, pensait-il. Une vie de travail routinier, de jours qui se ressemblaient. Mais maintenant, à la fin de sa vie, il comprenait que sa vie n'avait pas été ordinaire du tout. Il avait préservé une tradition. Il avait découvert une beauté. Il l'avait partagée avec d'autres.
Et ce faisant, il avait créé quelque chose qui durerait bien au-delà de ses propres années. Le moulin continuerait. Les motifs continueraient. Et chaque génération découvrirait à nouveau la magie, la beauté, l'aïeul, émerveillement. Était, réalisait Pierre, exactement ce que ses ancêtres avaient espéré. Partie. Finale. Le rythme éternel l'hiver s'installa complètement après la célébration de la pleine lune. La neige vint, doucement d'abord, puis plus abondamment. Elle couvrit la vallée d'un manteau blanc, transformant le paysage en une étude de blanc et de gris. Le ruisseau ne gelait jamais complètement. Son mouvement constant empêchait la glace de se former sauf le long des berges, mais des glaçons pendaient de la roue à eau, créant des sculptures cristallines qui scintillaient dans la lumière du jour. Les visites au moulin devinrent moins fréquentes pendant les semaines les plus froides. Les nuits étaient longues et glaciales, et même avec le petit poêle à bois, le moulin N n'était pas toujours confortable. Mais quelques fidèles venaient encore régulièrement, Jacques bien sûr, qui semblait imperméable au froid dans son enthousiasme, et quelques autres qui avaient été particulièrement touchés par les motifs de lune. Pierre ne se sentait pas seul pendant ces nuits calmes. En fait, il appréciait le retour au rythme plus tranquille. Il aimait s'asseoir sur son banc, maintenant avec plusieurs couvertures chaudes, et regarder la lune traverser le ciel d'hiver. Les motifs en hiver avaient leur propre beauté, plus nette, plus claire, comme si le froid lui-même affûtait la lumière. Il continuait à tenir son journal, comme son arrière-grand-père l'avait fait. Il écrivait sur ses observations, ses réflexions, ses espoirs pour l'avenir du moulin. Il espérait que ces mots, comme ceux de son arrière-grand-père, seraient un jour trouvés par quelqu'un qui en aurait besoin. Le travail d'un meunier, écrivit-il un soir de janvier, est comme le mouvement de la roue à eau. Constant, répétitif, toujours le même, mais jamais vraiment le même. Chaque sac de grains est différent. Chaque jour apporte de nouvelles petites variations. Et dans cette répétition, dans ce rythme, il y a une méditation, une paix. J'ai passé 50 ans à ce travail, et je ne le changerai pour rien au monde. J'ai eu une vie riche, même si elle semblerait simple à certains. J'ai eu le ruisseau pour compagnie, la roue pour musique, les pierres pour amis. Et à la fin, j'ai eu la communauté, la beauté partagée, le sentiment d'avoir contribué quelque chose de durable. Les mois d'hiver passèrent lentement, comme ils le font toujours dans les campagnes. Pierre travaillait moins en hiver. Il y avait moins de grains à moudre, après que les récoltes d'automne avaient toutes été transformées. Il utilisait ce temps pour faire les réparations et l'entretien que l'année chargée n'avait pas permis. Jacques venait souvent l'aider avec ses travaux. Le garçon apprenait rapidement, absorbant la connaissance de Pierre comme une éponge. Il apprenait non seulement les techniques, mais aussi la philosophie. Comment écouter le moulin? Comment sentir quand quelque chose n'était pas tout à fait correct? Comment travailler avec patience et soin? Chaque partie du moulin, enseignait Pierre, a son propre son. Apprenez ces sons. Quand quelque chose change, quand un son devient différent, c'est le moulin qui vous parle, qui vous dit qu'il a besoin d'attention. Jacques écoutait, apprenait, pratiquait. Pierre voyait en lui non seulement un successeur capable, mais aussi quelqu'un qui comprendrait vraiment le moulin, qui l'honorerait comme il méritait. D'un c'est dit que d'un, être honoré. Février arriva avec ses jours légèrement plus longs, ces premiers signes subtils que l'hiver ne durerait pas éternellement. Les oiseaux commencèrent à chanter un peu plus tôt le matin. Les bourgeons sur les saules, le long du ruisseau commencèrent à gonfler imperceptiblement. Et puis, un matin de mars, Pierre se réveilla et sentit que quelque chose était différent. L'air avait une qualité nouvelle, une douceur qui n'avait pas été là la veille. Il se leva, s'habilla et sortit. Le printemps était arrivé. Était subtil encore, mais indéniable. La neige fondait le long des berges sud du ruisseau. Un merle chantait du haut du grand chêne. L'air sentait non plus la glace, mais la terre qui se réveillait. Pierre respira profondément, savourant ce moment de transition. Il avait vu 51 printemps maintenant. Chacun était à la fois familier et nouveau, prévisible et surprenant. Avec le printemps vinrent les premiers clients, avec leurs grains d'hiver. Le moulin s'anima à nouveau avec l'activité. Le rythme de travail augmenta, mais Pierre trouvait qu'il travaillait différemment maintenant. Il était plus conscient, plus présent dans chaque tâche. L'automne passé lui avait enseigné à voir la beauté dans le travail lui-même, pas seulement dans les moments spéciaux le soir. Les soirées au moulin reprirent aussi à mesure que le temps devenait plus doux. Les gens revenaient,
heureux de se retrouver après l'isolement relatif de l'hiver. Il y avait des histoires à partager, des nouvelles à échanger, des amitiés à renouveler, et il y avait toujours les motifs de Lune, maintenant vus avec une familiarité affectueuse, plutôt qu'avec elle, émerveillement initial. Les gens les connaissaient maintenant, pouvaient anticiper comment ils changeraient au fil de la nuit, pouvaient identifier des constellations sans aide. Mais cette familiarité n'avait pas diminué la beauté. Au contraire, elle l'avait approfondie. Comme un vieil ami dont on connaît tous les gestes et toutes les habitudes, les motifs étaient maintenant aimés. Non pas pour leur nouveauté, mais pour leur constance, leur fiabilité. Un soir d'avril, alors qu'un groupe de villageois était rassemblé au moulin, M. Garnier le charpentier se leva pour faire une annonce. « J'ai terminé le banc pour la place du village, » dit-il avec fierté. « Le banc que Pierre m'a inspiré à créer. J'aimerais vous inviter tous à venir le voir demain après-midi. Il sera installé et je ferai une petite cérémonie d'inauguration. » Les gens applaudirent. M. Garnier avait parlé de ce projet tout l'hiver, et ils étaient tous curieux de voir le résultat. Le lendemain, Pierre se joignit à presque tout le village sur la place centrale. Là, sous le grand tilleul qui avait ombragé la place depuis des générations, se trouvait le nouveau banc de M. Garnier. Il était magnifique. Fait de chêne massif, il avait été sculpté avec soin et art. Le dossier était décoré de motifs de feuilles et d'étoiles, entrelacés dans un design qui rappelait les motifs de lune du moulin. Les accoudoirs étaient sculptés pour ressembler aux branches d'arbres. Et sur le devant du banc, gravé dans le bois, se trouvait une inscription. Pour le repos, la contemplation et la communauté. Que ceux qui s'assoient ici trouvent paix. J'ai orienté le banc vers l'est, expliqua M. Garnier, pour que les gens puissent s'asseoir ici au matin et regarder le soleil se lever. J'ai pensé à comment Pierre s'assoit au moulin le soir pour regarder la lune. Ce banc est pour les levers de soleil, tout comme le banc de Pierre est pour les couchers de soleil. Pierre était profondément touché. « C'est magnifique, » dit-il sincèrement. « Un vrai travail d'artisanat et de cœur. Vous m'avez appris, » dit M. Garnier, « que notre travail peut et devrait nourrir plus que les besoins physiques. Ce banc est ma façon d'appliquer cette leçon. » D'autres aussi avaient été inspirés. Madame Fontaine avait créé un jardin d'herbes derrière sa maison, disposé non seulement pour la fonction mais aussi pour la beauté, avec des chemins qui formaient un motif géométrique qu'en vue d'en haut. Le fermier du bois avait restauré une vieille fontaine sur sa propriété, la transformant en un lieu de repos paisible entouré de fleurs sauvages. Le moulin et ses leçons se répandaient à travers le village de manière que Pierre n'avait jamais anticipée. Les gens prenaient plus de soin dans leur travail, plus de temps pour la beauté, plus de moments pour la contemplation. L'Assimum était arrivé avec sa chaleur et son abondance. Le ruisseau baissait un peu en été, comme il le faisait toujours, mais jamais assez pour arrêter la roue. Les soirées étaient longues et douces, le ciel ne s'assombrissant complètement qu'aux environs de 22 heures. Les motifs de lune d'été étaient différents de ceux d'automne et d'hiver. La lune suivait un arc plus bas dans le ciel en été, créant des angles différents, des ombres différentes. Les constellations d'été, le triangle d'été, le scorpion, la voie lactée S, étalant glorieusement à travers le ciel, toutes apparaissaient dans les motifs. Pierre remarquait comment chaque saison apportait son propre caractère aux soirées au moulin. Le printemps était un temps de renouveau et d'anticipation. L'été était un temps d'abondance et de joie. L'automne serait à nouveau un temps de réflexion et de récolte. L'hiver serait un temps de repos et d'intériorité. Un cycle complet. Un rythme éternel. Et puis, un matin du milieu de Tralles, été, Pierre se réveilla et sut que quelque chose avait changé en lui. Il se sentait plus fatigué que d'habitude, même après une nuit complète de sommeil. Ses articulations étaient plus raides, son souffle était plus court. Il avait 82 ans maintenant. Il avait vécu une longue vie, une bonne vie. Mais il n'était pas éternel. Cette réalisation ne l'effrayait pas. Au contraire, elle lui donnait une clarté, un sens d'urgence paisible. Il y avait des choses qu'il voulait faire, des choses qu'il voulait assurer avant que son temps ne vienne. Il appela Jacques au moulin. Le garçon, maintenant un jeune homme de 13 ans, vint immédiatement. « Jacques, dit Pierre, il est temps que tu commences à vraiment apprendre comment gérer le moulin. Pas seulement comment il fonctionne, mais comment le gérer comme une affaire, comment servir les clients, comment prendre les décisions qui doivent être prises. » Jacques acquiesça sérieusement. Il comprenait ce que Pierre disait sans que les mots soient prononcés directement. Au cours des semaines suivantes, Pierre enseigna à Jacques tout ce qu'il savait. Comment tenir les comptes? Comment juger la qualité du grain? Comment fixer les prix équitablement?
Comment gérer les clients difficiles avec grâce? Comment planifier l'entretien? Comment économiser pour les réparations majeures? Mais plus important, il lui enseigna la philosophie du moulin. Le moulin, dit-il un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le banc du soir, n'est pas seulement une affaire. C'est un service à la communauté. C'est un gardien de tradition. C'est un lieu de beauté. Toutes ces choses sont également importantes. Tu dois gagner suffisamment pour maintenir le moulin, bien sûr, continua-t-il. Mais ne laisse jamais le profit devenir plus important que le service. Ne laisse jamais l'efficacité détruire la beauté. Ne laisse jamais la modernité effacer la tradition, à moins que ce soit absolument nécessaire. Jacques écoutait intensément, absorbant chaque mot. Et n'oublie jamais, dit Pierre, de t'asseoir sur ce banc le soir, de regarder le coucher du soleil, de regarder la lune se lever, de voir les motifs sur les pierres. Ces moments ne sont pas un luxe, ils sont essentiels. Ils te garderont connecté à ce qui est vraiment important. L'automne revint, complétant le cycle de l'année. Les feuilles tournèrent à nouveau au doré et au rouge. Les oies volèrent à nouveau vers le sud. La récolte fut à nouveau moulue en farine. Et les soirées au moulin continuèrent. Peut-être plus précieuses maintenant, parce que les gens sentaient, sans que cela soit dit, que Pierre ne serait peut-être pas avec eux pour toujours. Un soir d'octobre, exactement 1 an après que Pierre avait fait sa première découverte des motifs de lune, il rassembla tout le village au moulin. C'était une soirée parfaite, claire, calme, la lune presque pleine se levant dans un ciel rempli d'eau étoiles. « Mes amis, dit-il quand tout le monde fut rassemblé, il y a 1 an ce soir, j'ai vu pour la première fois ce que mes yeux avaient manqué pendant 50 ans. Cette année a été la plus riche de ma vie. Non pas à cause de la découverte elle-même, mais à cause de ce que nous avons créé ensemble. » Il fit une pause, regardant les visages familiers autour de lui. « Nous avons créé une communauté plus forte, continua-t-il. Nous avons redécouvert le sens de l'émerveillement. Nous avons appris que la beauté et le travail ne sont pas des opposés, mais des compléments. Nous avons honoré nos ancêtres et préparé le chemin pour nos descendants. Jacques, dit-il, faisant signe au jeune homme de le rejoindre, a appris comment gérer ce moulin. Il est prêt, quand le moment viendra, à en prendre la responsabilité. Mais il ne peut pas le faire seul. Il aura besoin de votre soutien, de votre patronage, de votre compréhension. Je demande que vous promettiez tous, comme je le fais maintenant, de préserver ce lieu. Pas comme un musée figé dans le temps, mais comme un moulin vivant qui continue à servir, à créer de la beauté, à rassembler les gens. Promettez-vous cela? Des voix s'élevèrent dans un chœur d'accord. Nous le promettons. Pierre sourit, des larmes coulant sur ses joues ridées. Alors je peux avoir l'esprit tranquille. Cette nuit-là, les motifs étaient extraordinaires. La lune était exactement au bon angle, les conditions exactement parfaites. Les constellations dansaient sur les pierres, avec une clarté et une beauté qui prenaient le souffle. Les gens regardaient en silence, chacun perdu dans ses propres pensées, ses propres connexions avec ce moment. Et au milieu de tout cela, Pierre s'asseyait sur son banc bien-aimé, la clé du moulin maintenant portée autour du cou de Jacques, son cœur plein de paix. La roue tournait. Tournait, tournait, tournait. L'eau tombait. Tombait, tombait, tombait. Le ruisseau coulait. Coulait, coulait, coulait. Et les étoiles brillaient au-dessus. Éternelles, constantes, témoins silencieux du passage de toutes les générations. Le moulin resterait. Les motifs continueraient. La beauté perdurerait. Et chaque génération découvrirait à nouveau, à son propre temps, ce qui avait toujours été là, attendant patiemment d'être vu. Était le secret du vieux moulin. Non pas un secret à garder caché, mais un secret à redécouvrir encore et encore, un cadeau offert de génération en génération, une leçon sur la patience, l'observation, l'émerveillement et l'amour. Et ainsi le moulin continuait son travail, comme il l'avait fait pendant 300 ans, comme il le ferait, avec la grâce de Dieu et le soin de ses gardiens, pour 300 autres années. Le rythme paisible des saisons. Le mouvement éternel de la roue. La danse infinie de la lumière sur la pierre. Tout continuait. Tout était bien. Et dans le silence tranquille de la nuit, si on écoutait très attentivement, on pouvait presque entendre le moulin murmurer son secret à tous ceux qui avaient des oreilles pour entendre.
Ralentissent. Regarde. Vois vraiment. La beauté est là, a toujours été là, sera toujours là. Il suffit d'ouvrir les yeux.